Il a fait la une de l'actualité parce qu'il a quitté son parti politique dans lequel il a évolué pendant beaucoup d'années. Vous avez suivi énormément ses sorties médiatiques. Il est notre invité aujourd'hui. Vous comprenez donc que je parle de monsieur Jacques Ndala, qui est désormais fondateur, il est désormais coordonnateur d'un mouvement politique, un mouvement de réveil et des prises de conscience. On va parler tout petit peu de son départ de l'ensemble, mais on va surtout parler de son diagnostic politique, de ce qu'il va faire avec ces mouvements, que doivent attendre les Congolais, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau sur la scène politique. Ce sera autour de ça que nous allons opiner, mais également 2-3 questions d'actualité. Bienvenue et bonjour mesdames, messieurs, vous qui n'arrêtez pas de nous suivre et de nous soutenir. Merci pour ce que vous faites. Continuez donc ainsi, c'est votre façon de nous soutenir. Monsieur Jackie, bonjour à vous. Bonjour cher Eli et bonjour aux téléspectateurs qui auront l'opportunité, l'occasion de nous suivre à travers votre show. J'ai l'honneur de vous recevoir. C'est la deuxième fois. La première fois, je vous ai reçu à Siloé Télévision. Ouais. C'est toujours agréable de discuter avec vous. L'honneur énormément partagé. Vous avez un franc-parler que beaucoup de gens adorent, y compris moi-même. Merci beaucoup pour ces admirations et merci aux nombreuses personnes qui pensent que c'est comme ça qu'il faut des fois prendre position. Alors, moi, je voudrais commencer par une question un peu plus personnelle. J'ai suivi un peu comme tout le monde, on travaille sur cette émission, votre annonce du départ de votre parti Ensemble pour la République. Vous dites d'ailleurs que vous n'étiez plus dans le parti depuis un peu longtemps, ouais, mais que c'est cet entretien avec l'UFRANCE qui a un peu réveillé tout le monde. Mais est-ce que c'était important de dire tout ce que vous avez dit, d'en arriver jusqu'à parler des questions d'argent, à parler des individus de votre ancien parti? Est-ce que c'était important? Oui, Elie, vous savez, c'est vrai que dans certains débats, certaines discussions de salon, il faut pas parler d'individus, c'est vrai, mais bon, n'oubliez pas, même celui qui a dit que les hommes sages parlent des idées et il y a un adage que les hommes d'État parlent d'idées et les autres parlent des individus. Voilà, je crois que même les idées là, elles sont incarnées par des personnes physiques. Donc, on ne peut pas ne pas parler des personnes physiques. Alors, je vais faire que répondre aux questions. Là, je suis devant vous. Vous allez me poser des questions. Vous savez, en psychologie, j'ai appris, je suis quand même licencié. Agrégé. Voilà. Alors, quand quelqu'un parle, de voir sa sincérité dans les yeux. Alors, je suis parmi ces personnes, comme je suis aussi psychopédagogue, alors j'ai peur de mentir, de peur que ceux qui me suivent là puissent lire le mensonge dans mes yeux. Alors, je préfère dire les choses clairement, à une question posée clairement, répondre sincèrement et véritablement. Parce qu'après, ne vous en faites pas. Les paroles restent, qu'est-ce qu'on dit? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais non, là, ce sont les paroles et les images. Évidemment. Alors, au 21e siècle, plus rien n'est perdu. Voilà, alors, il faudra pas dire des choses après qu'ils vont vous rattraper plus tard, surtout quand on est en train de construire notre leadership dans les méandres politiques congolais. Donc, je crois qu'il est important de dire tout simplement la vérité. Et si la question est posée par rapport à un individu, une personne, ouais, un peu de respect, mais bon, dire ce qui est vrai et sincère. Moi, je reviendrai pas sur des questions d'ordre financier parce que je trouve que ça n'aide pas beaucoup l'opinion de révéler ce genre de choses. Mais il y a quand même, je suis resté quand même sur ma soif. Vous dites que vous êtes partis d'ensemble parce qu'il n'y avait plus de la cohérence idéologique. Mais est-ce que vous avez bataillé de l'intérieur? Parce que vous étiez quand même un groupe. Je suppose que vous vous réunissez. Quelle démarche avez-vous fait de l'intérieur pour faire valoir votre opinion et faire comprendre à tout le monde que on commençait à être contradictoire? Je l'ai fait. Avant de partir. Je l'ai fait, mais malheureusement, vous savez, quand dans une formation ou une organisation, on commence déjà à vous traiter il y a des propos tribaux, entre autres, il prend les informations, il amène à ses frères Machamoumenou. Je pense que vous avez suivi un responsable de ce parti et fait ce genre de déclaration. Je crois que, cher Elie, même si autour d'une table, on vous sert de beefsteak, les plats les plus extraordinaires que vous adorez tellement, mais quand autour de cette table-là, il n'y a plus de respect et de considération, je crois que la dignité humaine, donc j'ai appris à me faire respecter, à respecter les uns et les autres, je crois que votre place n'y est plus. Donc, en bref, c'est ça en fait. Donc, je ne me sens plus dans ma peau
de membres de cette formation politique pour laquelle je me suis investi, j'ai beaucoup sacrifié, je pense que vous le savez. Donc il était temps, franchement, de faire l'équipe là qui est partie. Donc on vous attendait plus de l'intérieur. Non, pas du tout, pas du tout. Ni les présidents, ni les bureaux politiques. Je crois qu'ensemble, c'est pas un parti qui, c'est vrai, le président incarne un peu ce leadership-là, de celui qui conduit le bateau, mais il y a à un moment donné, vous imaginez qu'il arrivait de moi où j'ai traité directement avec lui, parce que telle ou telle personne, lui-même savait que si telle X personne est au courant des informations, il pourra empêcher Jacques. Il m'envoyait, va dans telle province, dans telle ville, dans tel village, mais jusqu'à mettre à ma disposition les moyens, me disant bon que les autres ne sachent pas. Vous voyez un peu dans quelle ambiance j'étais. Donc, à vrai dire, c'est un monsieur formidable, il faut le dire aujourd'hui. Même pour ceux qui pensent que bon, j'avais dit des choses contre lui par rapport à sa position politique actuelle. Oui, évidemment, je crois que je vais les confirmer. Vous pouvez lire, vous pouvez les voir à travers le comportement, l'attitude des déclarations. Ensemble, franchement, vous dites de lui qu'il est tshisekidiste. Ouais, tshisekidiste, c'est comme Tshisekedi de père, pas Tshisekedi comme Félix. Donc, je crois que ça c'était un débat. En plus, oui, mais ça, c'est quoi ce tshisekidisme-là? C'était quand même, c'est quoi l'idéologie de Tiens Tshisekedi, parce que... Non, c'est un démocrate. Des fois, il met de côté ses propres positions pour accepter, tu vois, la position des autres, de la majorité, voilà. Mais en 2011, Tshisekedi a réussi à ne pas faire siéger ses députés. Ce que Moïse n'a pas réussi à faire. Et évidemment, donc quand est-ce que Ensemble est né et quand est-ce que c'était les premières élections auxquelles Ensemble participait dans cette Tshisekedi, imaginez-vous. En fait, le grand péché, la maladie de Ensemble, les gens ne savent pas, je veux le dire aujourd'hui, c'est le fait que le président Moïse a construit une famille politique née sous les cendres d'autres familles politiques. Tout le monde a amené son parti politique, on devait se mettre ensemble, mais pendant ce temps, chacun reste leader dans son coin. Voyez-vous? Donc cet aspect des choses n'a pas permis à ce que le parti puisse décoller, évoluer comme il se fallait. D'ailleurs, moi je disais dans certains meetings, je disais, bon écoutez, c'est bien bon, on sent que vous voulez être membre d'Ensemble, mais vous n'êtes pas des catoubistes, vous n'avez pas les liens idéologiques, philosophiques de celui qui est censé être notre président. Et d'ailleurs, vous ne travaillez pas maintenant, vous attendez que le moment venu, pour battre campagne. Mais le président Moïse a un nom. Pour moi, je considère qu'il avait déjà fait sa campagne par le marketing politique, n'est-ce pas, que portait son image. Et c'est une marque politique. Voilà, les différentes actions que Katoum posait, par ça et là. Avec un club de football. Voilà, évidemment, tous ces fans de ces clubs-là, bien évidemment pas tous, mais la plupart qui croyaient en son leadership. Voilà, ce monsieur a commencé par un point A, il est à un point B, il va à un point C. Donc tout ça, c'était des choses qui, des fois, ne permettaient pas ce qu'on soit réaliste. Et moi, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai dit, bon, là, franchement, il est temps que je puisse prendre mes dispositions et m'occuper à autre chose, voilà. Autre raison que vous dites, c'est les tribalismes au sein de ce parti. On n'a pas du mal à croire parce que on se disait que dans l'ère de la démocratie, les tribalismes n'avaient plus la place dans les organisations politiques, surtout dans l'ensemble où quasiment la représentativité nationale s'est fait voir. Vous avez les hauts représentants, les porte-paroles et compagnie, qui sont un peu de tous les coins de la République. Comment vous expliquez? Moi, j'ai envie de savoir, mais qui était décidément tribaliste? Parce qu'il y avait les Katangais, il y avait les Kassaïens, il y avait les gens des Bandoudou, je fais allusion par exemple à monsieur Kamitatou. Mais qui était tribaliste? Est-ce que c'était Katumbi lui-même? C'était le secrétaire général? C'était les hauts représentants, les porte-paroles? Parce qu'il y avait un peu de tout le monde. Bien, la question vous l'avez bien posée parce que en même temps vous revenez sur le fait que je dois citer le nom des gens. Malheureusement, je ne vais pas le faire. Je suis désolé. Donc quand vous entendez, vous me poussez à citer le nom de telle personne. Voilà. Donc je crois que Monsieur Katumbi tribaliste, non, je l'ai dit l'autre fois, je l'ai dit d'ailleurs partout. Mais c'est vrai qu'il y a des gens. Vous avez suivi à la sortie médiatique d'un membre, un gars qui disait bon, écoutez, lui. On l'avait déjà, il y a des preuves que lors des réunions du comité national, il a mis auprès de ses frères Machamoumenou. Déjà, par cet aspect de ce langage. Mais que lui, les 10 n'engagent pas le parti, c'est ça le problème. Non, mais c'est le parti. Quand vous accusez le parti du tribalisme. Non, mais c'est quand même, il est membre du parti. Il suffit qu'une seule personne. Quand vous en... Ça peut relever d'un tempérament personnel aussi. Un instant, on y va, logiquement. Selon la logique. Je dis c'est un cofondateur. Je suis, juste avant de contrer, j'étais cofondateur de ce parti-là. Je suis le premier coordonnateur national de la jeunesse. C'est l'histoire de ce parti-là. Alors, quand je quitte, je fais une déclaration, je quittais.
quand quelqu'un d'autre passe dans les médias pour me contredire, ça va être un responsable. Alors, si c'est un responsable de ce parti qui a été mandaté par les autorités du parti pour aller contre-attaquer, pour aller dire des choses contre ce que chacun avait dit, vous pensez que ces propos, ce sont des propos personnels? Quelqu'un qui dit, bon, évidemment, ouais, il doit partir parce que lui, il prenait les informations et amenait auprès de ses frères, machin nous. C'est du tribalisme. Déjà, ça, c'est du tribalisme. Et moi-même, j'en ai vécu parce que, bon, je m'excuse de citer encore une fois le nom des gens, Francis Kalombo, Mike Mukebai, qui sont mes frères du Kassa, ils n'ont pas vécu ça. Mais bien sûr, parce que Francis en dehors du fait qu'il est membre du parti, il a une relation particulière, une relation étroite avec M. Katumbi. Lui, il est dans la famille. Et lui, il n'était que coordonnateur provincial de la ville province de Kinshasa. Hein? Et en plus, Mike Mukebai n'était que coordonnateur de Lukunga à Kinshasa. Moi, j'ai fait des tournées. J'ai fait des voyages. Quand vous arrivez au Katanga, vous mobilisez la jeunesse, vous mobilisez les gens, vous passez le message. Après, il y a quelqu'un qui vient dire à ce jeune-là, j'ai les preuves. Pourquoi vous invitez ces Kassai ici? Pourquoi vous ne m'invitez pas moi? C'est pas du tribalisme? Mais pourquoi les autres Kassaïens n'en font pas l'objet? Comme qui? Comme Mike Mukebai, justement, comme Francis Kalombo. Et je viens de vous donner des raisons. Mike Mukebai. Donc ceux qui ont une relation particulière avec le président ne peuvent pas être victimes du tribalisme. Non, un instant. Parce que moi, j'essaie vraiment de comprendre. Ouais, bas la terre. Alors, allons-y. Écoutez-moi très bien. Je suis coordonnateur national de l'agence de la jeunesse. J'ai comme attribution de découvrir, de recruter, n'est-ce pas, et de proposer, de positionner les jeunes au sein du parti. Les jeunes leaders, mettre en place un leadership. Alors, je ne le fais pas à Kinshasa. Je ne le fais pas à Lukunga, pas à Tchang seulement. Je le fais à travers le pays. C'est différent de Mike Mukebai qui, lui, n'est qu'à Lukunga, à Kinshasa. C'est très différent de Francis Kalombo qui n'est qu'à Kinshasa. Moi, j'ai fait une tournée à travers... J'ai fait sur 26 provinces, j'en ai fait à peu près 23 ou 24. J'ai fait sur 145 territoires, croyez-moi, j'en ai fait à peu près 130, 133. Et des villages, j'ai traversé le pays, quoi. Voilà, j'ai traversé le pays. Mais quand j'arrive au Katanga, Kalombo, jamais, en termes de leader politique, encore moins Mike Mukebai, de là où il est en prison, je les salue. Moi, j'arrivais. Moi, je suis allé à certains endroits où des proches collaborateurs de Katumbi, pour s'y rendre, il fallait affréter un jet privé. Mais moi, j'ai pris des motos, 12 heures de moto, sur une moto, un voyage de 12 heures. J'ai pris des bateaux qui faisaient plus de 2 heures sur un lac, le lac Zimbabwe, le lac Tanganyika. J'ai fait des voyages extraordinaires et très dangereux. Ça, je l'ai dit dans votre émission, je ne l'ai pas dit dans d'autres émissions. J'ai connu des accidents mortels parmi les membres de ma délégation, des gens qui sont même fracturés. Personne ne le sait dans ce parti. Lors d'un voyage, on a connu l'accident de moto. Lors d'un voyage, il y a une Land Cruiser qui a presque fait le tonneau. Ces choses, personne ne le sait. Mais nous avons vécu ces choses. Nous avons gardé pour nous, pour ne pas faire peur aux autres, en nombre de familles particulièrement. Voyez-vous? Donc, et quand j'arrive au Katanga, je réussis, après on me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est cassé à faire ici? C'est pas du tribalisme, ça. J'avoue. Et oui. J'avoue. C'est du tribalisme. J'avoue. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le travail ou les prérogatives de Kalombo ou encore de Mukebai. Mais est-ce que vous remontiez? Parce que moi, j'ai vraiment envie d'arriver à la compréhension, de me dire, est-ce le parti qui est tribal, qui est tribaliste, ou quelques individus le sont? C'est comme ça que je pose la question. Est-ce que quand vous étiez victime de ce tribalisme, que je confirme, hein, quand on dit de vous, pourquoi ce Kassaïen là, c'est des propos tribalistes. Est-ce que vous le remontiez, par exemple, à la hiérarchie du parti, question de faire rapport et qu'on condamne ces genres de comportements? Parce que ça peut partir d'un homme. Non, mais je vous dis déjà, je l'ai dit dans notre émission, le président Moïse, je crois qu'il était au courant de ça. Parce qu'il commençait à mettre en place une collaboration directe avec lui seul. Ou quand il y a un problème, c'est lui qui vous appelle. Quand il y a une mission à pouvoir réaliser dans le cadre de mes fonctions, c'est lui seul qui traitait directement avec vous.
Vous sentez que monsieur ne veut pas que les autres sachent qu'il est... C'est comme s'il y avait un complot, voilà, terme clair, un complot contre moi. Et je me pose, mais comment le commun des mortels ne comprend pas que le gars a passé plus de 5 ans à côté de Katumbi, avec tout ce que j'ai fait comme travail. D'ailleurs, j'aime plus y revenir parce que ça donne l'impression que, bon, voilà, Jackie, il fait quoi, j'en suis. Mais évidemment, je suis la seule autorité nationale de ce parti qui a fait ce genre de tournée. D'abord, j'ai passé 1 année en prison. J'ai fait cette tournée après la prison. Donc, j'étais dans territoire, village, ville. J'ai fait un travail formidable. Je ne faisais que lancer des concepts, des initiatives. Et le jeune accourait. J'en ai recruté tellement. Des jeunes qui avaient des moyens, qui étaient prêts à pouvoir compétir, mais à qui on a foutu une honte formidable, une honte malheureuse. Mais tout ce travail-là se solde avec une élection, à la limite, que vous avez perdue de manière honteuse. Aucun député d'ensemble à Kinshasa, une campagne à la va-vite, où d'ailleurs on a vu M. Katumbi se faire quelquefois ridiculiser. Vous qui avez battu un si grand travail, pourquoi on ne l'a pas ressenti en ce moment de campagne, pendant la période de la campagne? Je voudrais avoir votre avis sur la campagne. Dire qu'on a perdu des élections, je ne pense pas. Parce qu'il faut qu'on s'en Parce que vous avez que, je crois, 19 députés. Non, mais à ce niveau-là, je crois que ça va être un autre débat, en fait. Parce que les élections au départ n'ont pas eu lieu dans ce pays. Franchement. Vous recusez le processus. Tout à fait. Là, on doit se mettre d'accord, hein, parce que à voir ce qui s'est passé ce 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est déjà... On dit que ça pendant une semaine. Ouais, c'est déjà catastrophique. Donc, c'est vraiment un coup d'état politique, électoral. C'est un hold-up que M. Tshisekedi a organisé. Mais bon, qu'à ça ne tienne, il est chef. Pourtant, vous siégez. On avance. L'Assemblée siège. Alors, évidemment, parce qu'ils ont reconnu leur échec. Moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis parti. Parce que comment on se dit dans un groupe il n'y a pas eu d'élection, qu'on doit annuler ces élections, et après on accepte d'aller siéger. Ça veut dire qu'on a reconnu l'échec. Donc, il y en a qui moi je n'ai pas. J'ai dit, bon, ça va pas là. On ne peut pas avoir sacrifié autant. M. Katumbi a énormément investi. Hein. Je vous l'ai dit. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais je crois qu'un jour il va le dire, parce que il va parler. Il a énormément investi, il a énormément perdu en termes d'argent, en termes de crédibilité, en termes d'image. Tous les véritables proches collaborateurs ne l'ont pas du tout aidé. Dans la conception même de son calendrier de campagne, vous venez de le dire. Hein, vous avez dit qu'on l'a ridiculisé, oui, parce qu'il a été insulté, traité de tous les noms, congolais, pas, donc celui zambien, italien, patati patata. Alors, les gens se sont concentrés, croyant que c'était là la lutte, c'était là le combat. Oubliant qu'il y a un processus électoral, il y a une compétition électorale. N'est-ce pas? Une compétition à laquelle on devait participer, être réellement actif. Est-ce qu'on l'a travaillé ainsi? Qui ont été retenus comme candidats sur les listes de Ensemble? Vérifiez. Moi qui vous parle là, je vous dis, je vous informe tout de suite. J'ai été débarqué de la liste de candidats de Ensemble. Mon nom devait figurer sur une autre liste, soit disant de la alternance. J'ai dit, mais ça va pas, quoi. Après tout ce travail que j'ai fait à travers le pays, l'image, quand quelqu'un me voit, ils vont ensemble, et vous allez me débarquer. Donc il y a aussi il y a une part de la frustration. Bien sûr. Non mais, écoutez, je dis ici clairement qu'on ne marche plus ensemble en termes d'idéologie, en termes de pensée politique. Déjà, moi, le système politique congolais... Quel intérêt, on va le dire. Comme vous voulez. Vous regrettez un peu de ne pas avoir été sur la liste d'Ensemble. Si, j'étais sur la liste Ensemble, après avoir tenu. Après avoir tenu, vous regrettiez de ne pas avoir été au cœur de la campagne. On vous sait très bon communicateur, vous parlez les 4 langues nationales, donc il y a un peu... Non, à ce niveau-là, c'est pas moi, je vais pas regretter. Je crois que c'est à eux de regretter d'avoir négligé un élément aussi important. Donc, je crois que je suis très à l'aise, au fait. Le problème ici, c'était qu'on n'était pas dans la même logique de ce qu'on recherchait. Nous nous battions pour que Katumbi soit président de ce pays et nous sommes allés aux élections jusqu'au 20 décembre lors des élections. Pour moi, je croyais, je me dis encore, que c'était Katumbi qui a été élu. Mais malheureusement, on a pris les élections pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Donc, ces gens qui ont les élections ont triché, il y a eu un hold-up électoral. On s'arrête. On se pose des questions. Quelle position prendre? Les indices, bon, écoutez, c'est bien bon, mais on est déjà là, nous on va siéger. Je dis, d'accord, allez siéger, bonne chance. Alors moi, comme vous allez siéger, c'est que vous avez reconnu ces élections. Alors dites que les élections n'ont pas été liées, ça va. Moi, j'ai un discours que je vous dis, il n'y a pas d'élection dans ce pays.
si j'ai la chance aujourd'hui d'être quelqu'un de responsable parmi ceux qui prennent des grandes décisions, qui écrivent l'histoire de ce pays, je dirais, il n'y a jamais d'élection en 2023 ici au Congo. Donc, cette position-là, si on ne partage pas, comment on continue à marcher ensemble? C'est quand même une position très difficile à porter, parce que s'il n'y a pas eu élection, que vous ne reconnaissez pas les institutions, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu anarchique. Comme... Non, attendez, on est en politique ici. Le débat, c'est un débat politique. Ok? Ce n'est pas une question ou un débat à porter. Non, c'est une conviction. Vous savez... Oui, mais les conséquences de cette conviction... Vous savez, si on doit... Quand vous dites que vous êtes convaincu, c'est un hold-up électoral. Ça veut dire que la conséquence qui s'ensuit, c'est que vous ne reconnaissez pas tout ce qui vient de ces hold-up électoraux. Non, mais un instant. Oui. Il y a une nuance. Okay. Je ne reconnais pas ces élections-là. Mais je dis, bon, ceux qui se croient être élus de par ces élections sont là de fait. Je n'ai pas de choix. Donc, ils doivent travailler. Bien sûr, parce que ils sont là de fait. Je ne peux pas, moi, d'ailleurs, je n'ai même pas les moyens de leur empêcher de travailler. Donc, ils doivent siéger. Je n'ai pas les moyens de les empêcher de travailler. S'ils doivent siéger. Non, en tant que force politique, avec des ambitions telles que celles que nous avions, je pense qu'on devait avoir une position radicale. Oui, mais pourquoi? On l'a vu avec l'UDPS, non? Oui, mais ça produit quoi? Rappelez-vous. Ça produit quoi? Ah, ça produit quoi? Oui, qu'est-ce que ça produit? Parce que le pays ne s'est pas arrêté pour autant. De toute façon, le pays... Attends, qu'est-ce que vous appelez le pays ne s'est pas arrêté? Le pays s'est arrêté. Ce pays-là a continué à travailler jusqu'à ce qu'ils soient revenus participer aux prochaines élections. Et ce pays a connu son indépendance depuis le 30 juin 1960. Où nous sommes, après plus de 63 ans d'indépendance? Ça, c'est un débat. Où nous sommes? Évidemment. Ça, c'est un débat de la gouvernance. Non, vous dites que le pays avance. Est-ce que le pays avance? On est où? Ça, c'est un débat de gouvernance. On peut faire le même reproche à l'UDPS aujourd'hui. Évidemment. C'est un débat de gouvernance. Alors, quand un pays n'est pas bien gouverné, c'est un non-État. C'est un vide. Et si on voit, parce que malheureusement, je suis pas juriste, mais il y a une question juridique dedans. Moi, je parle ici de l'histoire, de ce que nous allons compter à nos enfants, à nos petits-enfants. Qu'est-ce qui a existé dans ce pays? C'est vrai que le père est allé dans l'au-delà. Il n'a jamais reconnu Kabila comme président. Rappelez-vous, son fils qui est présent aujourd'hui, peut-être qu'il a trahi la mémoire de son père. Dans des discussions avec Katumbi, il a dit dans une vidéo, il dit, bon, pourquoi vous l'appelez toujours président? Pour nous, il n'est pas président. Mais c'est lui qui a organisé les élections, qui a fait la remise des reprises. Mais il disait qu'il n'était pas président. Pourquoi avoir accepté? On a traité Kabila ici d'être Rwandais, Kanambe, patati patata. Comment est-ce un Rwandais pour une compétition électorale? Vous y participez et vous faites une remise de reprise avec lui? Comment est-ce? Donc voilà, c'est une question de conviction, c'est une question philosophique. Moi, je vous relance avec une question, parce que ça m'a inspiré ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'en 2028, Tshisekedi organise les élections, mais M. Jakinda n'y participe pas. Un instant, nous avons la légitimité et nous avons la légalité. Ok? Nous avons aussi, qu'est-ce qu'on dit là, un coup d'État. Ok? Moi, je reste sur le principe, c'est un hold-up électoral. Tshisekedi nous a fait, d'ailleurs, depuis 2018, c'était Fayulu qui était élu. En 2023, c'est Katumbi qui était élu. Il a touché 2 fois. Voilà, nous sommes dans un hold-up électoral. Mais il est là de fait. On ne veut pas créer un vide parce qu'on veut être là. Et même si je crée un vide, qu'est-ce que j'ai comme force pour le faire partie de là? Et même si on m'appelait maintenant, j'ai dit, bon, écoutez, vous dites que ce n'est pas lui qui a été élu, venez prendre le fauteuil. Je ne prends pas du tout. Vous comprenez? Alors, il est responsable historique de ce qui s'était passé et c'est à lui de corriger. Voilà. Il porte une lourde responsabilité de pouvoir corriger les choses. Surtout, cela dépend de l'histoire. Non seulement de lui, de son père et de la famille politique. UDPS. Monsieur Jakinda, aujourd'hui, vous initiez un mouvement politique pour le réveil de la prise de conscience. D'abord, pourquoi 60 ans après? Pourquoi vous qui avez beaucoup d'années en politique déjà, vous avez commencé auprès de Lenganko et Fonus, vous êtes passé aux côtés de la Kabylie, Katumbi, pourquoi le mot réveil? Ça veut dire quoi? Depuis votre engagement, vous dormiez et c'est aujourd'hui que vous commencez à vous réveiller? C'est une très très bonne question. Le mouvement de réveil et de prise de conscience. Prenons la première partie, le réveil. Le réveil, commençons par ça. Évidemment, regardez l'histoire de notre pays. En fait, je dis à tous ceux qui veulent m'entendre que nous avons un sérieux problème, nous Congolais. On fait quelque chose le matin, à midi on oublie. Carrément on oublie.
Si vous observez l'histoire de ce pays, bien avant que nous soyons le 60, on n'était pas encore nés, mais nous avons appris l'histoire de ce pays. Tout revient, on est en train de tourner en rond. On dit, on a l'indépendance, c'est la mutinerie. Un colonel belge dit, bon, écoutez, avant l'indépendance, c'était après l'indépendance. C'est-à-dire que le Belge continue à être avec nous. Donc, ceux qui sont là comme autorité, et ce sont des marionnettes d'office. Pour le Belge, évidemment. Donc, le Lumumba, Kasavubu était là. Et il y a une cacophonie qui s'installe. Le président sanctionne le Premier ministre fait la même chose. On rentre en crise. C'est une confusion, une crise incroyable. D'accord? Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour nous poser la question? Pourquoi c'est arrivé ainsi? Jamais personne. Est-ce qu'on a déjà organisé des assises? Même avec des historiens, le professeur Ndaïwel, le professeur Kambayi Boacha, je crois, des historiens qui vont nous dire, bon, oui, évidemment. Il y a beaucoup de nous. Voilà, merci. Il y en a encore qui existent, qui étaient en 1960, qui étaient vivants, qui vont vous dire, oui, évidemment, regardez, il y a eu tel problème. D'accord. Est-ce qu'on peut fournir beaucoup d'efforts pour que ce problème ne revienne pas du tout. En 1960, en fait, Mobutu nous amène un coup d'État. Il est chef de l'État. Mais écoutez dans son discours, il dit l'armée, il y a les grands politiques nous amènent tellement du désordre, l'armée prend le pouvoir pour 5 ans. Mais le monsieur vous tape 32 ans. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de leader? Tshisekedi, c'était parmi les bras droits, c'était parmi comment l'un de ses premiers ministres. Non, Premier ministre. Non, pas premier ministre, il était à la cour des comptes, vraiment à la cour. Il a commencé comme, je crois, commissaire, enfin, le premier gouvernement du il était parmi, comme on dit, le terme c'est quoi? Parmi les tenants du pouvoir. Bien sûr. C'était un cacique du pouvoir. Il a commencé depuis 65. Avec Mobutu. Alors, qu'est-ce qui a fait que ce monsieur, avec les tests parlementaires, puisse se détacher de la politique moboutiste, avec le mouvement populaire de la Révolution impaire, 20 mai, c'est vrai que je me rappelle bien. Qu'est-ce qui a fait que ces gens quittent? Parce qu'ils sont parmi ceux qui avaient conçu les manifestes de l'Antsele. Effectivement. Qu'est-ce qui a fait que parmi les intellectuels du MPR. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ces gens quittent Mobutu? En 82 en plus. Qu'est-ce qui a fait? On ne s'est jamais arrêté pour nous poser des questions. On arrive en 1997, Musée arrive. Mais c'était pas la guerre des musées. Musée n'était pas le patron de l'AFDL. Donc, c'était une guerre rwando-rwandaise qui a été importée chez nous. Et, avec des visages non, avant, c'était d'abord le visage. Ils se sont regardés, écoutez, là, vous allez, on sent que c'est pas nous, on cherchait les Congolais. On va dire, je me rappelle bien, Massassou Ngandou, on prend Musée Kabila. Musée Kabila qui arrive à Lubumbashi chez lui au Katanga, parce qu'il dit, bon, écoutez, on est chez moi. Il prend les choses en main tout de suite. Donc, celui qui a été président, Mobutu part. Mais on ne s'est jamais posé la question, comment est-ce que Musée arrive avec les Rwandais? C'est même Rwandais l'assassine. On ne s'est jamais posé des questions. Ouais, on a assassiné Musée. Joseph prend le pouvoir. Qui il était, Joseph Kabila, à l'époque? Qui il était en 2001? Parce que nous avons une assemblée constituante qui était dirigée par M. Tchamalawa Kamanya. Après, c'était Madame Ouattoukou, je crois bien, qui avait pris les fonctions. Pourquoi ça n'était pas lui? Qu'est-ce que les textes disaient à l'époque? Comment juridiquement, après la vacance, comme celle-là du chef de l'État qui prenait le pouvoir. Mais non, parce que c'était le fils, selon l'histoire, il est là. Donc voilà. Il fait 18 ans. Voilà, 18 ans comme cela, voilà un peu tout, si on continue jusqu'à ce jour, il y a en fait, dans l'histoire de ce pays-là, des questionnements. Regardez mon niveau de l'instabilité à travers notre pays. Nous avons la guerre de Kolwezi, nous avons la guerre de 6 jours, Moba 1, Moba 2, nous avons la guerre de Malène. Voilà, donc on a des guerres, ça et là, des mutineries. On a connu ici à Kinshasa, tout. Donc on a tellement connu. Et à chaque fois que nous avons des problèmes, rappelez-vous, au niveau de quoi, Kolwezi, je crois, les parachutistes marocains sont arrivés, les Belges sont arrivés, les Américains, ainsi de suite. Il y a eu, dans l'histoire de ce pays, un secrétaire général des Nations Unies qui a été tué, ici, au Congo. Aucune personne ne s'arrête pour poser la question, pourquoi ces choses sont arrivées? On a connu la présence des armées étrangères ici. Les Angolais étaient ici, les Zimbabwéens étaient ici, les Tanzaniens étaient chez nous. Donc, mais, si ça veut prendre le pouvoir, on revient. On tourne, on ne se pose pas de questions. Pourquoi c'est toujours la même chose? Alors là, ça veut dire que si ces gens ne se posent pas de questions, pourquoi est-ce que nous sommes en train de tournoyer ceux qui sont en train de dormir ou alors en train de somnoler? Voilà d'où est venue l'idée du réveil.
nous devons nous réveiller. Donc vous avez revisité l'histoire. Voilà. Et vous êtes rendu compte. Pour tirer les grandes leçons de cette histoire, alors je pense qu'il faut maintenant interpeller la jeunesse, des gens qui nous suivent en ce moment, pour que nous puissions nous retrouver autour du mouvement de réveil des paysans, nous poser des questions. Où étions-nous? Qu'est-ce que nos parents ont hérité de Belges? Parce qu'en même temps, le Congo, là, on n'a pas le même statut que certains pays d'Afrique. Nous étions indépendants avant. Depuis 1985, on a signé la charte. Évidemment. Au même titre que les autres. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ce pays puisse être réuni entre les mains des Belges? Voilà. Et après, être colonisé, après avoir l'indépendance, après, donc, il y a toute une série de questions auxquelles il faille donner des réponses claires pour voir l'avenir effectif, pardon. Voilà. Surtout de cette question-là, que nous disons, oui, nous devons nous réveiller. Et la prise de conscience. Quel est le système que nous avons connu dans ce pays? Vous, je crois que cette question viendra. Malheureusement, je m'en vais déjà vous dire. Allez-y. Vous n'avez pas le droit de me la poser. Parce qu'on pose la question. Vous êtes un journaliste politique. Nous parlons, c'est quoi l'idéologie? C'est quoi l'idéologie? Même la constitution de notre pays a été calquée. Vérifiez. C'est du copier-coller, c'est du plagiat. Est-ce que cette constitution, de belligérants d'ailleurs, va avec les réalités congolaises de notre pays? Grande question. Mais on voit au niveau de la dénomination de notre pays. On dit nous sommes la République démocratique du Congo. Le cas, pardon, c'est un cas avec K comme Congo, ou c'est C pour dire Congo en français. Donc c'est une série de questions. On dit, nous sommes des socialistes. Non, les sociaux-démocrates. Oh, bon, voilà. Il y a des sociaux. L'UDPS, c'est quelle mouvance? Ce sont comment on appelle ça? Sociaux-démocrates. Le peuple des pareils. Sociaux-démocrates. Ensemble. Sociaux-libéral. Voilà, ce sont les sociaux qui arrivent. Mais pourquoi ils s'entrent dedans? Pourquoi? Il y a de l'orgueil, il y a de l'égoïsme, il y a de vouloir être là à tout prix. Et nous pensons que ce soit les socialistes, que ce soit les communistes, que ce soit les démocrates, ce ne sont pas des concepts qui sont venus pour nous. Nous, aujourd'hui au Congo, nous avons besoin d'une philosophie, l'idéologie que nous prenons, le mouvement de réveil de conscience, c'est la rupture. La rupture avec comme fondamentaux la révolution des mentalités et le retour aux valeurs ancestrales. Ce pays-là, c'est un pays qui a une histoire glorieuse, avec des royaumes puissants à l'époque, avec des empires puissants. N'oubliez pas, l'empire Lunda, le royaume Congo, le royaume Kuba, l'empire Lumba. Donc ces gens avaient déjà une administration avant l'arrivée de l'homme blanc. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces gens, avant l'homme blanc, le Congo était bien administré, le respect, même au niveau spirituel. Le roi Belgique, dans son discours devant le, comment on les appelle encore? Les missionnaires. Les missionnaires protestants et catholiques, il leur dit, oui, allez, prêchez-le, c'est Dieu. Les discours existent à ce jour. Prêchez-le, c'est Dieu. Pour les endormir. Mais sachez que ces gens-là ont leur Dieu. Ils ont un Dieu puissant. Il dit même, il cite les noms, Vidjamoukou, Zambiampou, Et quand vous allez dans les annales, vous allez trouver que le Congo dont on parle ici, ça vient du nom de Dieu, Akongo. C'est un nom de Dieu bantou. Akongo, c'est-à-dire être puissant, être suprême. Donc le Congo ne peut pas être co avec C. C'est co avec K. Parce que c'est un pays qui est au cœur du continent africain, le continent le plus riche du monde. Et France Fanon, je crois, qui dit l'Afrique a la forme dans le Congo, on est la gâchette. Voilà. Mais cette expression-là ne vous dit rien que même le développement du Congo, de l'Afrique, pardon, doit partir du Congo. Si le Congo se développe, c'est l'ouverture qui se crée tout de suite. Donc, nous pensons qu'il faut arrêter avec ces histoires-là. Communistes, socialistes, ça ne vaut rien du tout. Ce sont des histoires que nous avons copiées et pour enrichir les uns et appauvrir les autres. Il est grand temps de venir avec des valeurs ancestrales pour savoir comment est-ce que les ancêtres géraient, n'est-ce pas, le pays à l'époque pour mettre en place un système politique adapté, n'est-ce pas, à nos réalités. Parce que n'oubliez pas que nous sommes africains, ce n'est pas c'est pas insultant. Nous devons être fiers d'être africains et nègres. Nous avons notre histoire, une histoire bien écrite, même si elle s'est transmise de bouche à l'oreille, mais nous savons ce que l'histoire a dit. Nous savons que dans ce pays, Kimbavita a existé, Kimbangu a existé, donc ce sont des personnalités hautement élevées. Nous savons que Lumumba a existé, nous savons que Kimba a existé. Il y a des gens qui se sont battus pour ce pays, pas pour que l'on vive aujourd'hui ce que nous vivons.
Rappelez-vous ce que Lumumba disait. L'histoire de l'Afrique s'écrira en Afrique. Elle ne s'écrira pas en Europe ou aux Amériques. Elle s'écrira ici, en Afrique. Avec les fils. Voilà. Ça veut dire que nous devons revenir au niveau de nos valeurs ancestrales. Et c'est important. Ça s'entend, ce diagnostic, ça s'entend. Et les débats peuvent commencer là, je suis totalement d'accord. Bien sûr. Question de se mettre d'accord ou pas. Mais moi, j'ai une autre question. Ce que vous dites est bien. Ça veut dire que vous êtes parti d'un diagnostic, d'un constat, et vous proposez deux solutions que j'ai retenues. Donc, il faut révolutionner nos mentalités et revenir à nos valeurs ancestrales. Mais pourquoi un mouvement politique? Pourquoi un parti politique? Parce que dans votre historicité des diagnostics, il se démontre que la structure parti politique a contribué à ce sommeil-là, à cet échec de la gouvernance, à cet échec de la construction du développement. Mais pourquoi est-ce que vous revenez sur les mentalités qui ont échoué, vous qui vous voulez être un révolutionnaire? Tout à fait. On ne peut pas partir d'une révolution inventive sans nous appuyer sur ce qui a été comme base. Même quand vous voulez vous construire, comme nous sommes dans un studio et qu'il y a incendie, et puis quand vous voulez reconstruire, mais vous allez vérifier les fondations. Vous n'allez pas prendre, oui, c'est pas vous pouvez construire ailleurs, mais nous avons quand même un système qui existe, qui vous dit, les lois disent, bon, il faut partir d'un parti politique reconnu pour faire la politique. Et nous sommes politiques. On ne peut pas inventer la politique. Même ceux qui ont géré les royaumes Lunda, Cuba, c'était un système politique. Comment ces systèmes étaient évolués? Qui faisait quoi? Non, mais attends, mon frère, ça fait plus de 60 ans. Nous sommes dans les systèmes nous imposés par l'homme blanc. Mais où en sommes-nous? Pourquoi on ne fait pas les bilans? C'est la grande question. Pourquoi on n'organiserait pas des assises pour nous dire, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde veut être député sans même avoir une idéal? Vous n'avez aucune idée sur le... Justement, c'est l'échec des partis. Mais bien sûr. C'est-à-dire que les partis sont construits autour des individus. Non. Donc, il est possible de faire certaines choses autrement, en s'appuyant évidemment sur ces erreurs-là. Il est possible. Il est possible de faire des choses autrement en s'appuyant sur ces erreurs-là. Donc, il est possible d'avoir un parti politique sans autorité morale dans ce pays. Bien sûr. Il est possible d'avoir un parti politique qui ne porte pas les noms des individus. Bien sûr. Dont les enfants sont héritiers. Bien sûr. Et des partis politiques qui sont basés sur des idées, des visions, des projets de société. Bien sûr. Déjà, nous, je vous ai dit tout à l'heure, on est ni communistes ni socialistes. Nous, on est de ce qu'on appelle la rupture. Donc, nous devons arrêter. En fait, avec nous devons tourner la page pour faire les choses autrement. Et c'est possible. C'est très possible. Il suffit que les Congolais s'imprègnent de la chose. D'ailleurs, c'est bien dit. Nous, on parle de mouvement. Mais mouvement, c'est vous qui dites parti politique pour se mettre en ordre. Mais c'est un mouvement. La dénomination le définit bien. Le mouvement de réveil et de prise de conscience. Ce n'est pas un parti de réveil et de prise de conscience, non. Mais parce que les lois du pays disent pour évoluer en politique, pour avoir une fonction politique qui a été identifiée 2 points, parti. C'est pourquoi vous dites parti politique. Mais non, ce mouvement-là, puisque vous voulez révolutionner les mentalités et faire un retour à nos valeurs ancestrales, ça sera basé sur quel pilier? Vous allez faire une lutte intellectuelle, ça veut dire que rencontrer des gens, prêcher cette révolution en vue d'avoir un changement de mentalité. Pas un changement, révolution. Une révolution de mentalité dans une projection un peu plus longue. C'est un processus, ouais. Effectivement. Ou soit vous allez être aussi dans la conquête du pouvoir. En tant que mouvement politique, vous pensez qu'il faut arriver là où les décisions se prennent pour avoir une action de cette révolution de mentalité. Tout à fait. Je crois que tout se fait dans les temps. Nous avons un projet qui se définit à 3 niveaux, à court terme, à moyen et à long terme. Et nous y travaillons. Et attendez, c'est vrai, c'est qui porte le projet, mais il y a des gens autour de nous. Nous avons une grande équipe. Ce n'est pas un mouvement avec Jackie seul. Quand on dit mouvement, c'est qu'il y a des gens qui adhèrent. Après cette émission, certainement qu'il y en aura 2 ou 3 qui vont aussi adhérer. Et toutes ces personnes vont amener des réponses aux questions que vous posez, par exemple, et que prochainement, je viendrai pour répondre. Mais je vous dis, aujourd'hui... Donc aujourd'hui, vous ne savez pas encore. Comment ça? Ça sera une lutte intellectuelle. Comment ça? Une lutte de conquête de pouvoir. Je réponds. Oui. Là, on n'est pas au pouvoir. Jackie qui vous parle n'a jamais occupé de fonction d'État. Pas encore. Même pas un chef du quartier. Mais voilà, nous commençons comme cela. Donc nous allons commencer par une lutte
intellectuelle, parce qu'il est important de l'amener comme cela, une lutte intellectuelle en posant les leçons de l'histoire de notre pays, l'ancienne, l'histoire ancienne et l'histoire contemporaine. N'oubliez pas que l'avenir, c'est pas demain, comme on le dit. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui. C'est ce qu'on construit. Voilà. Il faut que les gens comprennent. Voilà. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Et si il est possible qu'on n'arrive pas à, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est un processus. La question de mentalité, c'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est une question de conviction. Et c'est une question, comme je dis toujours, une question de conviction personnelle. Il faut que les choses là, tout ce qu'on est en train de dire là, ces choses-là qu'on est en train de pouvoir parler, dire, échanger ici autour de ce micro, puissent entrer dans les oreilles des citoyens congolais. Oui, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous, c'est vrai, ok, mais que ceux qui seront avec nous puissent être capables d'impacter leur environnement. Est-ce que vous êtes suffisamment réveillé parce que vous avez une carrière? Vous avez un certain âge. Est-ce que vous êtes suffisamment réveillé pour vous projeter 15, 20 ans et avoir la patience nécessaire? Est-ce que M. Jackie, qui nous parle aujourd'hui, moi, je suis touché par ce que vous dites, ne sera pas pressé de prendre le pouvoir pour que lui aussi rentre dans l'histoire comme les autres et commencer la gestion? Non, mais je crois qu'on peut entrer dans l'histoire sans passer par le pouvoir politique. Vous aurez la patience de votre révolution? Je ne décide pas sur mon destin. Je suis parmi les rares personnalités politiques qui disent, bon, écoutez, j'ai fait ma part, il appartient au destin de prendre le relais. Parce que les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est-à-dire, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais le destin décide. Et le destin prend les choses. J'arrive, là où je veux me fatiguer. Attends, je suis pas un robot. On va pas là vers une candidature présidentielle en 2020. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour que ces idées que nous avons portent, pour que les Congolais puissent s'imprégner, nous devons voir le pouvoir politique. Ouais. Nous devons imposer un système politique. Mais il faut pas oublier que chaque 5 ans, on a une CENI contestée. On a un problème d'argent pour la transaction. On a un problème de légitimité, vous comptez changer les choses? Je venais de vous dire que le Congo a un seul problème. Parce que nous continuons à nous enfoncer dans les erreurs. L'UDPS, Tshisekedi, était dans l'opposition. Qu'est-ce qu'elle n'a pas condamné de Mobutu, de Nzé et de Joseph Kabila? C'est la grande question. Mais ils sont au pouvoir. Bah oui. Mais vous savez pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'avait aucune vision, ils n'avaient aucune réalité. En fait, les gens, comme j'ai dit d'ailleurs dans certaines de mes émissions où je suis passé, les gens pensent qu'être chef de l'État dans son pays, c'est un privilège. Les gens pensent qu'être Premier ministre, être député, être, je sais pas moi, gouverneur, c'est pas un privilège. Donc, permettez-moi, j'avais un message à passer au nouveau gouverneur récemment élu. Évidemment. Donc, certains d'entre eux sont passés par la corruption. Est-ce qu'ils en ont pris conscience? Est-ce qu'ils savent le défi qui les attend? Et nous, le mouvement, nous disons félicitations pour ceux qui sont élus gouverneurs, mais qu'ils s'effacent, qu'ils travaillent très, très stratégiquement et surtout dans la discrétion. Ça, c'est un message d'une opposition constructive. Mais qu'ils sachent que quand s'ils vont à gauche, nous sommes là pour le ramener à droite. Et nous allons mettre en place les moyens pour le faire. Opposition constructive. Oui, constructive. Pas républicaine. Non, pas radical. Pas du tout. On n'a pas besoin d'être radical. Constructive. Ça veut dire quoi, opposition? Ça veut dire qu'il y a une différence entre ceux qui font l'opposition. D'ailleurs, vous pouvez voir, tout à l'heure, je disais tout à l'heure, qu'on ne montre pas dans l'histoire. Dans l'histoire récente de ce pays-là, on a traité l'opposition des haineux. Bien sûr. Voilà. Alors, il faut quitter cette étape-là. Est-ce que pour dire à Madame la Première ministre Souminois que Kinshasa, il n'y a pas d'eau, il faut passer par des injures? Il faut passer par des propos discourtois? Je ne pense pas. Vous abandonnez la méthode dure. Ce n'est pas important. Plus de marches, plus de villes mortes. Non. Les marches. Mais des matinées politiques. Les marches, les villes mortes seront organisées par les Congolais qui se seront sentis lésés. Automatiquement. Et ce sera pas nous de leur dire, bon, allez dans la rue, ou de notre personne. Non, ce sera pas notre rôle. Nous passerons des messages, et les gens se disent, mais ça va pas. Là, maintenant, écoutez, bon, allez, eux-mêmes, comme cela. Donc, nous croyons Dieu pour ça. Nous croyons Dieu pour que tout se passe correctement, mais nous avons la responsabilité de nous impliquer. Et que ceux qui nous suivent, qui pensent que ce que nous apportons est neuf, et que nous pouvons le faire ensemble, qu'ils viennent. Parce qu'il est important de sortir le pays là où il est. On a tellement copié Premier ministre, parce qu'en France, il y a Premier ministre.
président parce qu'il y a Macron, parce qu'il y a Bill Clinton là-bas. Non. C'est vrai, on est président pourquoi? On vient en politique pour faire quoi? Non, mais dans d'autres pays civilisés ou modernes, on devient milliardaire en étant homme d'affaires. Bien sûr. On devient millionnaire en politique. En politique. Voilà. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour être au service des autres. Je ne sais pas si on comprend. Ça, il faut écrire en gras. On vient en politique pour être au service des autres. On est serviteur des autres. Ces autres-là, c'est votre famille, c'est votre voisin, c'est votre communauté, c'est votre tribu, c'est votre ethnie, c'est votre pays. C'est pourquoi d'ailleurs on dit d'un président de la République, il est le père de la nation. Donc quand on dit père, c'est un parent qui ne peut pas accepter que ses enfants passent la nuit dans le noir. Qui ne peut pas accepter que ses enfants... plus de responsabilité que de privilèges. Évidemment. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de privilège d'être président de ce pays. Il n'y a pas de fierté. Je parle du Congo aujourd'hui. Je dis si. Même, des fois, je me dis, mais est-ce que le président Tshisekedi se rend compte? Est-ce qu'il réalise quel pays il dirige pour se permettre un cortège de plus de 50 véhicules pendant que ces populations attendent les bus, les moyens de transport, pendant que les gens souffrent pour se déplacer, pendant que les fonctionnaires n'ont pas même reçu des salaires, mais ils se permettent de faire des voyages chaque semaine. Combien ils dépensent? Est-ce qu'il y a quelque chose que lui ne peut pas se faire représenter? Combien ça coûte ces déplacements pour le trésor public? Voilà, ce sont de grandes questions. On ne doit pas faire les choses comme les autres. Faisons les choses autrement et que les autres nous copient. Parce que nous pouvons les faire. Ce pays, c'est un pays historique. Il a son histoire. Le Congo a une histoire particulière et exceptionnelle. Quand on parle de Lumumba à travers le monde, il n'y a qu'un seul Lumumba. Patrice Emery, un seul. Quand on parle de Kimbangu, il n'y a qu'un seul Volosi à travers le monde. Le seul Kimbangu. Quand on parle de Maman Kimpavita, c'est la seule. Il n'y en a pas d'autres. Et ces gens-là, ces personnes physiques qui ont existé, ils ont existé sur cette terre-là. Mais qu'est-ce sont-nous devenus? De là où ils sont, qu'est-ce qu'ils se disent de nous? S'ils pouvaient se retrouver dans une circonstance quelconque où Lumumba, Kasavubu, Kimpavita, Vulusi Kimbangu, Tshisekedi, Mobutu, Mzee Kabila, s'ils devaient discuter de ce que nous sommes aujourd'hui, ils diront que nous sommes qui? Sommes-nous réellement les héritiers de ces personnes, de ces personnalités? Je ne pense pas. Nous foutons la honte à ce pays. Nous foutons la honte à l'histoire de ce pays. Mais il est grand temps de se ressaisir. Et c'est possible. Avec le mouvement de réveil des prises de conscience. Ces mouvements de réveil qui signent un renouveau, carrément. Qui, à vous entendre parler, ça donne l'espoir. Qu'on peut encore y croire. Mais pourquoi vous ne commencez pas en allant voir d'autres grands jeunes? Ceux qui ont des mouvements. Ceux qui commencent à se construire une notoriété également. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à une alliance, par exemple, de la nouvelle génération pour faire un peu plus fort? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les mouvements nés dans un contexte particulier, je parle de la sécurité. Tout à fait. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui. Qu'on en est encore aujourd'hui, comme dans les années 97-98, aux propres fils de ces pays qui prennent les armes pour des besoins de pouvoir. Non, il y a ce sont deux grandes questions. Allez-y, vous regardez la deuxième, je réponds à la première. Comment est-ce qu'on ne sait pas voir les uns et les autres? Non, nous irons voir tout le monde. Dire qu'on va voir les grands jeunes, non, c'est de l'exclusion, ça. C'est de l'exclusion. Il y a Papa Kengo Adodo, Léon, qui est vivant. Je crois qu'on aura le temps de le voir. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Entrer dans l'intimité historique. Qu'est-ce que ce Congo? Pourquoi? Vous n'avez jamais vu certains Congolais dire que Kimbangu est Dieu? Si. Vous n'avez jamais entendu ça, un groupe de Congolais dire que nous prions le Dieu de gloire? Si. Qu'est-ce que c'est? Ces choses ont existé? Pourquoi on n'en parle pas? Vous avez déjà entendu certaines personnes dire, bon, chez nous, quand vous allez prendre une femme en mariage, n'oubliez pas le nom d'Ekola. Pourquoi? Amenez tout. Oubliez tout, sauf le nom d'Ekola. Ça, ce sont des valeurs ancestrales. Ou on donnait peut-être que ce nom d'Ekola, là, et on a sa femme. Ce sont des valeurs ancestrales. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse maintenant, lorsqu'on va chercher une femme au mariage, on vous demande un téléviseur, plasma, ça vient d'où? Un téléphone, iPhone, ça vient d'où? C'est quoi ça? Voilà, ce sont des petites questions comme cela. Le salaire, les salaires ont un caractère alimentaire. Combien de Congolais ont un salaire
qui leur permettent de nouer le bout du mois. Donc, voilà, les études. Hein? Quel est le programme scolaire que nous avons? N'est-ce pas un programme relégué par l'homme belge? Mais pourquoi est-ce qu'on va étudier, comment encore, excusez-moi, la mythologie grecque? Je sais pas moi, la mythologie, je sais pas moi, on va là-bas, on va en Grèce étudier, on va étudier les auteurs français, Maurice Clévis. Mais est-ce qu'on n'avait pas Zamenga ici? Est-ce que nous n'avons pas, nous, notre mythologie ici? Les Kuba, les Anti, hein? Les Dongo. Est-ce que les Dongo? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas certaines réalités cachées dedans? C'est qui nous parle? Voilà. C'est qui on ne va pas parler de gens. Non, non. Ces personnes peuvent nous inspirer. Fouiller, chercher à comprendre. Moi, je n'ai jamais... Avec autant de bonnes... Je suis vivant avec Tshisekedi, Étienne Vivant, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai le fils qui est là au pouvoir. Je peux le voir. Mais dites-moi, s'il vous plaît, cher Félix, le papa, quand il était là, il disait, pourquoi vous ne faites pas ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas capable de rester dans la logique de la pensée politique de votre père biologique? Ce sont des questions de fond. Ce sont des questions d'interpellation. Je vous dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est le Premier ministre doit aller voir Montmartre? Pourquoi? Pour quelle raison? Quel rôle il joue? Dans le noir ou dans la lumière? Ouais, peut-être. Il peut être considéré comme l'ancêtre aussi de l'UDPS. Voilà. Il ne faut pas seulement avoir des préjugés. Mais est-ce que c'est important que la Premier ministre aille la voir et qu'il y ait une photo qui circule dans les réseaux sociaux? Pour quelle raison? Voyez-vous, il y a toute une série de questions auxquelles notre génération, comme une génération charnière, avons l'obligation de répondre pour permettre à nos enfants de prendre le relais et le relais du destin de leur pays. Et la question sécuritaire? Bon, la question sécuritaire, elle revient toujours à la même logique. Mais évidemment, en quelle année telle personne a pris les armes? D'autres, mais nous avons ici, bon, excusez-moi parce que c'est une question, Nang a pris les armes en 2023. Il s'est fait rejoindre par beaucoup de Congolais. Oui, mais alors là, on se réveille un peu comme si les Congolais commençaient ici qu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Oui, mais Bemba avait pris les pouvoirs. Aujourd'hui, il avait pris les pouvoirs. Telle autre personne avait pris les pouvoirs. Les armes, pardon. Et ils sont les dirigeants aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont pris les armes avant, ok? Ils les ont pris pourquoi? Quelle est la différence à l'époque? Pourquoi on n'a pas les armes aujourd'hui? Pourquoi on dit qu'il ne peut pas prendre les armes? Donc les mêmes causes produisent les mêmes... Les mêmes effets. Ça, on vient de tourner en rond. Vous avez Laurent Désiré Kabila arrivé ici, Bemba prend les armes, Moussa Nyamwisi, Azarias Roubewa, mais Mouzé invite les Angolais qui viennent ici avec leur bataillon. Les Zimbabwéens prennent des avions depuis là-bas vers l'Australie. Ils arrivent ici. Les Namibiens étaient ici. Voilà, non, c'était un peu... c'est des pays, je cite des pays. Là. Il faut que les Congolais comprennent, en fait. C'est l'histoire. Mais est-ce que cette guerre-là a été finie? Est-ce que c'est pas elle qui continue jusqu'à ce jour? C'est elle qui continue. Avec les mêmes méthodes. Même méthode. On a été voir l'AC. Voilà. Et tu sais qu'il dit, président va chercher les AC, va chercher même SADC. Et pire encore, on apprend qu'on a pris des mercenaires. Pour quel objectif? Pendant qu'on dit, voilà, nous avons la loi sur l'armée, quoi, là, il y a un terme, j'ai oublié. Programmation. La programmation de l'armée militaire. Voilà. Cette loi existe. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi cette loi existe? On a un budget de l'armée et quel est son impact? Et à l'époque de l'Internet, où un militaire ne mange pas bien au fond, il vous fait une vidéo carrément. Ou pendant que ça tire, les autres, Patrick, Makoufi. On vous montre ces images-là. Donc, il y a une façon d'adapter notre façon de faire les choses. Si on n'est pas très attentionné et on fait des choses avec autant de légèreté, et c'est grave. C'est très, très grave pour un État considéré aujourd'hui comme un État moderne. Le Congo existe comme État moderne. Nous devons avoir une armée professionnelle, une armée moderne. Mais pourquoi on va prendre les Wazalendo? Pire encore, c'est le chef des armées, le commandant suprême qui communique sur les Wazalendo, en les félicitant. Et quel est le rôle de l'armée républicaine? Nous avons les fantassins, nous avons la main, c'est pas bon, comment, force navale, force... Est-ce que les gens savent pourquoi on dit pas la FARDC? On dit les FARDC. Ça veut dire beaucoup de forces. Force aérienne, force terrestre, force navale. Et
vous ajoutez aussi les renseignements. Voilà. Intelligents. C'est pourquoi on dit que ce sont les forces. Comment se comportent même nos services d'intelligence, qu'on appelle les services secrets? À quel moment un service secret va faire une conférence de presse? À quel moment? On le voit ici. On arrête quelqu'un à la DEMIAP, pour faire une conférence de presse. Pour faire quoi? Pour dire quoi? C'est un service secret. Et lui est commandant à la DEMIAP. Et quand il quitte chez lui à la maison, peut-être que même ses enfants ne savent pas qu'il est agent secret. Et vous, le présentant à la télévision. Le papa de François, il est de la DEMIAP. C'est quoi? Vous exposez des gens. Vous traitez les dossiers finis, ramenez les dossiers auprès du procureur, auprès du parquet. C'est le parquet qui fait le travail, pour l'instant. Donc, il y a tout un tas de questions. Ok, on va lever le moratoire sur la loi, la peine de mort. D'accord, mais commencez par pendre ceux qui volent qui mettent les mains dans les trésors publics. Donc, en gros, c'est ça l'opposition constructive. Évidemment. Réfléchir autour des questions qui peuvent la gestion de la République. Qui peuvent nous amener à avancer. Pas rester en haut. Et puis, il faut que ceux qui nous veulent nous écoutent. Mais comment vous allez le faire, concrètement? Ça sera quoi? Des matinées politiques, des conférences dans les universités, des rentrées politiques, des émissions de télé? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ce sont les moyens de communication que nous allons mettre à notre disposition. Je crois que nous aurons une réunion déjà ce dimanche au siège de notre parti. Si vous me permettez, n'est-ce pas, de lire le message. Donc, vous avez déjà un siège? Oui, nous avons un siège. Il y a donc je salue un compatriote qui est quelque part, qui m'écoute, qui n'a même pas voulu qu'on cite son nom, et qui nous a aidé avec une contribution énorme pour que l'on ait le siège. Donc, nous avons une réunion stratégique de haut niveau ce dimanche 5 mai 2024, à partir de 14h30, au siège national du mouvement de réveil des prises de conscience, siège numéro A51, sur l'avenue Victoire. Donc, au quartier Matongé, commune de Kalamou. Référence à 100 mètres de la maison communale de Kalamou, évidemment, sont conviés, le comité national restreint, donc notre idéologie, rupture, avec comme fondamentaux la révolution de mentalité et le retour aux valeurs ancestrales. Donc nous avons une réunion ce dimanche, que ceux qui sont intéressés viennent. Donc je donne encore l'adresse A51, avenue Victoire, quartier Matongé, Kalamou. Donnez un numéro de contact aussi. Ouais, le numéro de contact, je donne le numéro 081 080 50 51 081 081 50 51. Vous pouvez aussi nous joindre par le numéro 099 99 11 011 099 99 deux fois donc 11 011 ou alors 082 24 72 620 082 24 72 620. Vous nous appelez et vous nous aurez pour d'autres précisions sur le débat. On peut continuer à discuter sur ces questions même au niveau de téléphone. On est très disponible. Mouvement de réveil et de prise de conscience, MRPC, on cycle. Vous en êtes aujourd'hui coordonnateur national. Président national. Président national, en attendant peut-être que les élections arrivent. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci Elie. On est arrivé à la fin. Moi, je voulais vraiment... Je voulais Elie, permettez quand même, parce que... sorry, je vais en profiter de votre émission. Vous savez, on parle des Congolais qui souffrent, qui ont des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces dossiers. J'aimerais quand même que vous preniez le temps d'en parler aussi dans vos émissions. Des illusions pour le DG de Orange RDC, qui est en train de maltraiter les agents. J'ai vu ça dans... Africa News, qui parle d'une situation, le DG de Orange, RDC. Avec un directeur commercial. Ouais, voilà, donc, ce monsieur, donc, Cheikh Aïdara Ben, qui, pour nous, les Congolais qui sont agents à Orange n'ont pas le droit d'y travailler aisément et d'y quitter quand ils veulent, parce qu'en fait, c'est un contrat, on peut le résilier à tout moment, le droit du travail les garanties. Donc, monsieur Trésor Tubombo a des graves problèmes en ce moment. Nous parlons avec ce monsieur qui l'a traduit en justice, même avec notre ami François Kabamba, les deux personnalités qui ont travaillé comme des responsables au niveau d'Orange, qui ont tout simplement déposé leur démission, qui ont voulu que les choses se passent à l'amiable. Mais ce monsieur de nationalité burkinabé, Cheikh Aïdara Ben, qui est en train de pouvoir, n'est-ce pas, mener la vie dure, une vie très dure à nos compatriotes. Et cela, nous apprenons, selon ce journal, avec la complicité de magistrats congolais. Ça, c'est un problème très, très sérieux. Nous interpellons nos frères magistrats. Ça ne peut pas se faire comme cela.
au Burkina Faso. Ce monsieur-là, Ben Cheikh Aïdara, ne peut pas, dans son pays, voir ses compatriotes être traités par un Congolais de cette façon là-bas chez eux, au Burkina Faso. Alors ici chez nous, monsieur Cheikh Ben Aïdara doit respecter nos compatriotes qui ont travaillé, qui se sont donné corps et âme pour donner de leur vie, hein, donc payer de leur vie et travailler pour faire nourrir leur enfant. On a dit dans cette émission tout à l'heure que le salaire avait un caractère alimentaire. Donc, il faut que ces deux compatriotes, et certainement d'autres qui nous suivent en ce moment, qui pourront nous appeler, puissent entrer, n'est-ce pas, dans leurs droits. Entre autres, leur décompte final doit être versé à monsieur Chimbolo Trésor et à monsieur Kabamba François. Voilà, c'est important. Et prenez le temps de temps en temps d'en parler, interpeller ce monsieur qui est directeur général de Orange Congo. Sinon, nous allons préparer un grand mouvement contre cette entreprise pour que les Français apprennent à respecter les Congolais qui sont chez eux, qui n'envoient pas des Burkinabés, nous s'amuser avec notre vie, surtout avec notre jeunesse. Totalement d'accord avec vous, et vous pouvez compter sur nous. On va se renseigner énormément sur le dossier. On en a marre que les Congolais soient maltraités chez eux. Voilà. Notre hospitalité n'est pas une faiblesse. Pas du tout. Donc d'emblée, que le ministère, je crois, du travail, de l'emploi, protège aussi les travailleurs congolais. On a quand même la loi là-dessus. Et nos magistrats. Et nos magistrats, effectivement. Il y a une législation. Il faut qu'on protège la main-d'œuvre congolaise. Parce qu'on peut pas construire un État si on laisse notre main-d'œuvre être traitée de cette façon. Et vous ne demandez pas quelque chose de grave, que l'heure de compte final. Effectivement. Pour le Orange, ce n'est que qui est une succursale française en RDC, ça va pas. Ce n'est que l'heure. Merci. Donc Orange, vous êtes une entreprise de communication, vous savez l'impact que peut avoir une communication négative autour de vos actions. Donc apprenez à faire les choses correctement. C'était un plaisir, monsieur Jackie. C'était un honneur de m'entretenir avec vous. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont aimé. Ouais. Moi, je voulais vraiment savoir ce que c'était le mouvement de réveil et des prises de conscience. Qu'est-ce que vous pensiez faire? Et je crois que vous avez été largement détaillé là-dessus. Et j'ai l'honneur de vous avoir donné l'opportunité d'en parler. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Regardez-la avec vos membres de famille, vos voisins, vos camarades. Partagez donc le lien. Abonnez-vous. Et n'arrêtez pas de soutenir les initiatives, que ce soit la mienne ou celle de monsieur Jackie Ndala. C'était Choc d'idées. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mais le plaisir de vous servir reste le même. À très bientôt.